Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour le premier cours dialogué. Alors j'explique un peu le principe. Vous avez déjà le cours sur le Padlet, mais étant donné que vous n'avez jamais encore vu les dosages, l'objectif de cette petite vidéo, ça va être de vous donner des explications supplémentaires, des détails concernant notamment justement toutes les parties qui vont être plus calculatoires, et de résumer un peu tout ça. Je vous conseille tout d'abord de bien lire le cours dans sa totalité, et ensuite de reprendre cette vidéo, donc lisez le cours avant, pardon. Ça va vous permettre d'avoir une double explication et de mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un dosage? Un dosage, c'est utilisé déjà dans tous les domaines, tous les laboratoires, etc. Et le seul but, c'est de déterminer expérimentalement la concentration d'une espèce. Alors, c'est utilisé du coup, comme je disais, à la fois dans des laboratoires de contrôle de qualité des eaux, par exemple. On va pouvoir essayer de déterminer la concentration en ion chlorure dans une eau, afin de savoir si elle est potable ou non. Donc dans l'agroalimentaire, c'est le même principe. On va aussi pouvoir l'utiliser en laboratoire de santé, comme par exemple déterminer si un individu a un taux d'alcoolémie supérieur ou non à la normale dans le sang. Et pour ce faire, on va voir qu'il y a deux types de dosage, le dosage par titrage et le dosage par étalonnage. Donc on va commencer par ce deuxième, le dosage par étalonnage. Le but, ça va être de réaliser plusieurs solutions, et à l'intérieur de ces solutions, de mesurer une grandeur physique. Ça peut être par exemple l'absorbance, la conductivité, et à partir de ces solutions dont on connaît la concentration et la mesure de la grandeur physique, on va pouvoir la comparer ensuite à la solution dont on ne connaît rien du tout. Alors, vous avez déjà, en fait, plus ou moins fait un dosage par étalonnage quand vous avez fait une échelle de teintes. Une échelle de teintes, on a bien des solutions dont on connaît la concentration, et par la couleur, on va essayer d'estimer la concentration d'une solution dont on ne connaît pas la concentration. Là, on va être quand même beaucoup plus précis, puisqu'on va pouvoir réaliser donc une courbe d'étalonnage. On va tracer notre grandeur en fonction de la concentration, et on va pouvoir ensuite chercher notre point dont on ne connaît rien. L'avantage du dosage par étalonnage, c'est qu'il n'est pas destructif. On verra tout à l'heure, au final, en fait, on ne va pas faire de réaction sur notre solution dont on ne connaît pas la concentration. On va juste prendre un point de mesure, son absorbance ou sa conductivité, et ensuite on va la comparer. Donc, il n'est pas destructif, on ne détruit pas la solution pour ensuite l'utiliser si par exemple c'est une eau ou quoi que ce soit. Alors, comment faire? On prend une grandeur physique qui est proportionnelle à la concentration. C'est important qu'on ait une relation de proportionnalité entre les deux. On va réaliser notre courbe d'étalonnage en prenant la grandeur physique mesurée en ordonnée et les solutions de concentration connues en abscisse. Donc on prend plusieurs solutions, on prépare plusieurs solutions dont on connaît la concentration, on mesure pour chacune des solutions la grandeur physique associée, et on place ça du coup sur un graphique. On va voir que justement, très souvent on va avoir une fonction qui va être linéaire ou affine, et donc du coup, par simple analyse du schéma, enfin analyse du graphique, on va pouvoir récupérer sur la droite une solution, mettons, de concentration comprise entre x1 et x2. En reportant sur la droite, on va pouvoir déterminer sa concentration. On peut aussi le faire du coup, puisqu'on connaît la fonction associée, on va pouvoir aussi le faire par l'équation de la droite. On va avoir des équations de droite et on va pouvoir, en ayant l'équation de droite, remplacer par une valeur et donc déterminer la concentration. Deux types de dosage qu'on va voir cette année, le dosage spectrophotométrique par étalonnage et le dosage conductimétrique. C'est le même principe, la seule chose qui va différencier, c'est la grandeur physique qu'on va mesurer. Dans le dosage spectrophotométrique, sans doute vous l'avez compris, c'est l'absorbance qu'on va mesurer. Donc on va prendre plusieurs solutions, on va leur mesurer l'absorbance pour chacune de ces solutions, on va tracer un graphique, et ensuite on va pouvoir, à un certain point d'une solution qu'on étudie, déterminer sa concentration. En TP du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va d'abord réaliser plusieurs solutions dont on connaît la concentration. On va mesurer leur absorbance, puis on va tracer le graphique correspondant. On a les points, on peut du coup ajouter dessus l'équation, en affichant l'équation sur le graphique. On a l'équation de droite, donc on va pouvoir, à partir de l'équation de droite, si on le souhaite, en remplaçant y par l'absorbance, déterminer la concentration.
ou inversement, ou autrement, pardon, on prend l'absorbance sur notre solution dont on ne connaît pas sa concentration et on la reporte sur le graphique pour déterminer la concentration. Ça marche pour l'absorbance et ça marche exactement de la même manière pour la conductivité. Pour l'absorbance, la relation qui lie les deux, vous la connaissez déjà, c'est la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est égale au coefficient d'extraction molaire fois la largeur de la cuve fois la concentration. Pour le dosage conductimétrique par étalonnage, c'est le même principe. La seule chose, c'est que vous ne connaissez pas encore ce qu'est la conductivité. La conductivité, j'utilise notre sigma, c'est la capacité qu'ont les ions à se déplacer, à bouger à l'intérieur d'une solution. Donc ça veut dire que chaque ion a une manière de bouger dans une solution et à produire un courant électrique. On va pouvoir du coup, et ça ce sera des valeurs qu'on va vous donner, déterminer les conductivités ioniques molaires, qui sont juste ici. Donc par exemple, si on regarde dans cet exemple-là, la conductivité ionique molaire du chlore est plus forte que celle du sodium, donc l'ion chlorure se déplace plus rapidement et plus facilement à l'intérieur de l'eau que les ions sodium. Comme pour la loi de Beer-Lambert, la loi de Colroche va avoir une proportionnalité entre la conductivité et la concentration. La conductivité, c'est la somme, alors attention, c'est bien important, la somme de toutes les conductivités ioniques fois la concentration de l'ion à l'intérieur de la solution. Seul point qui est important, puisqu'on va avoir tout ça à partir d'une sonde qui est volumique, on va avoir une concentration par mètre cube. La seule différence avec une concentration par litre, en mol par litre, c'est un facteur 10 puissance 3, donc pour passer des mètres cubes en mol par litre, on divise par 10 puissance 3, pour passer des mols par litre en mètres cubes, on multiplie par 10 puissance 3. Le principe reste le même que celui par contre d'usage spectrophotométrique. On va tracer la conductivité de notre solution en fonction de la concentration, et ensuite on va prendre la solution dont on ne connaît pas la concentration, mesurer sa conductivité, pour ensuite la reporter sur notre courbe. Petit point particulier, imaginez que dans votre solution vous avez plusieurs ions, et que vous voulez savoir la concentration que d'un seul ion. Il faudra bien penser à soustraire, c'est ce que vous avez ici, la conductivité de l'ion qui vous gêne. Par exemple, une solution de chlorure de sodium, si je veux uniquement les ions chlorure, je vais devoir soustraire de la conductivité totale celle des ions sodium. Petit exemple concret, du coup, concernant tout ça. On reprend une solution. On me donne les concentrations qui sont les mêmes pour les ions chlorure et les ions sodium. On les convertit en mol par mètre cube. Ça va nous permettre de pouvoir utiliser directement la loi de Colroche. On nous donne les conductivités ioniques molaires. On remarque d'ailleurs que la conductivité de l'ion chlorure est plus grande que celle de l'ion sodium, ce qui veut dire que l'ion chlorure, il se déplace plus facilement d'autres solutions aqueuses. Alors du coup, on va pouvoir appliquer la loi de Colroche. La conductivité de la solution, ça va être la somme des conductivités des ions qui sont à l'intérieur. Donc la somme de la conductivité ionique du sodium fois sa concentration, plus la conductivité de celle de l'ion chlorure fois sa concentration. On arrive du coup à calculer la conductivité totale de notre solution. Voilà ce qu'il y a à savoir concernant les dosages par étalonnage. Il n'y en a que deux et c'est le même principe. Plusieurs solutions dont on connaît la concentration, mesure d'une grandeur qui est proportionnelle à cette concentration, et ensuite on l'applique à une concentration qu'on ne connaît pas sa concentration. À une solution dont on ne connaît pas la concentration. Passons maintenant au dosage par titrage direct. La différence qu'on va avoir avec le dosage par étalonnage, c'est qu'ici, on va faire une réaction chimique, d'accord? On va avoir une espèce chimique de concentration connue, qu'on appelle aussi l'espèce titrante, et on va l'utiliser pour faire une réaction chimique avec une espèce à doser, qu'on va l'appeler espèce titrée. Si vous avez le schéma juste ici, donc à l'intérieur ici, on va mettre l'espèce titrée, et dans la burette, juste ici, l'espèce titrante. Comme je l'ai dit, c'est une réaction chimique. Par conséquent, on va détruire la solution. Vu que la solution va réagir, on va la consommer. C'est pour ça qu'on dit que le dosage par titrage direct, il est destructif. Comment on fait concrètement? En TP, on a une burette qui contient la solution dont on connaît la concentration. D'accord?
La burette est graduée ici à 0, et on va pouvoir, en ouvrant le robinet, lancer la réaction. Le bécher, lui, contient la solution dont on ne connaît pas la concentration. Par contre, ce qu'on connaît de cette solution, c'est son volume. Pour pouvoir du coup connaître la concentration, on va utiliser la réaction support. C'est-à-dire que lorsque l'espèce B va être versée à l'intérieur de notre bécher, elle va réagir avec l'espèce A, et elle va réagir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espèce A. C'est-à-dire que tant qu'il y a du A, B va réagir. Par conséquent, tant qu'il y a du A, est-ce qu'on va pouvoir avoir la présence de B à l'intérieur de notre bécher? Non. C'est ce qu'on appelle la réaction support. On a ici l'équation de la réaction. En prenant alpha, bêta, gamma et delta comme les coefficients stoichiométriques, je rappelle le nombre de fois on a besoin de la molécule à l'intérieur de notre réaction, on va pouvoir étudier et déterminer les concentrations grâce à cette réaction support. Petit point, pour pouvoir faire un bon dosage direct, titrage direct, on a besoin que la réaction soit totale, rapide et unique. Comment faire pour trouver notre concentration? Lorsque l'espèce A aura totalement réagi avec notre espèce versée, on aura atteint un point qu'on appelle l'équivalence. Qu'est-ce que c'est que l'équivalence? L'équivalence, c'est l'état au moment où les réactifs titrés titrants, c'est-à-dire les réactifs qu'on a à l'intérieur de la burette et à l'intérieur du bécher, sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le moment donné où l'espèce B, qu'on aura versée, aura totalement consommé l'espèce A. Entre guillemets, en d'autres termes, on va avoir la quantité de matière de l'espèce A égale à la quantité de matière de l'espèce B au coefficient stoichiométrique près. Si je prends un exemple, imaginons que le coefficient stoichiométrique de l'espèce B est 2. Celui de A est 1. Ça veut dire que pour pouvoir consommer un A, j'ai besoin de 2B. Par conséquent, la quantité de matière de l'espèce A, pour pouvoir qu'elle soit égale à 0, je vais avoir besoin 2 fois la quantité de matière d'espèce B. L'égalité va se trouver en faisant Na, la quantité de matière de A, va être égale à Nb divisé par 2. Maintenant, on va essayer de voir justement comment arriver à la concentration. On a une première équation juste ici, reliant les quantités de matière. Or, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la quantité de matière, c'est égal à la concentration fois le volume. Donc, équation 1, équation 2. En injectant l'équation 2 à l'intérieur de l'équation 1, donc en remplaçant tous mes quantités de matière par des produits de concentration fois volume, on arrive à ceci. La concentration de A fois le volume de A, divisé par son nombre stoichiométrique, est égal à la concentration de B fois le volume de B, divisé par son coefficient stoichiométrique. Vous remarquez ici qu'on n'a pas appelé B VB, mais VE. Pourquoi? Cet état du système, je rappelle, c'est que à l'équivalence, c'est-à-dire c'est vraiment le moment où j'ai consommé tous mes réactifs. Après, si je continue à verser encore de mon espèce B, je vais rajouter du B à l'intérieur et ça ne sera plus l'équivalence. Donc l'état où les deux sont égaux, d'accord, où j'ai consommé tous mes réactifs, c'est l'équivalence. Donc maintenant, nous, ce qu'on va voir, c'est justement pas le volume de B qui se retrouve dans la burette. Je rappelle que c'est B, le volume de B, c'est ce qu'on va verser à l'intérieur. Ce volume qu'on a versé à l'intérieur pour arriver à ce point-là, on va l'appeler le volume équivalent. Alors, on arrive sur une équation. Dans cette équation, nous, je rappelle, ce qu'on cherche, c'est l'espèce titrée. D'accord? C'est ce qu'il y a à l'intérieur du bécher. La concentration de l'espèce titrante, celle qui est à l'intérieur de la burette, on la connaît. C'est nous qui l'avons mise. Le volume de la solution titrée, on la connaît. C'est nous qui l'avons mise. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est le volume pour atteindre l'équivalence. L'objectif du coup lors de la manipulation, ça va être de réussir à déduire ce volume équivalent, savoir reconnaître l'endroit pour lequel les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Petit exemple concernant tout ça, et ensuite on verra justement comment réussir à déterminer nos volumes équivalents. Alors on cherche à déterminer la concentration non chlorure d'une eau minérale, chose classique. Donc ça va être notre espèce titrée. On utilise une solution de nitrate d'argent composée de plusieurs ions, qui va être notre espèce titrante. Puisque c'est notre espèce titrante, je connais sa concentration. C'est moi qui vais la mettre à l'intérieur de ma burette. Qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? C'est aussi justement combien d'eau je vais devoir titrer. C'est-à-dire que le volume d'eau que je vais mettre à l'intérieur de mon bécher, je la connais, et ici elle vaut 5 ml. On réalise le titrage. La réaction du support, du coup,
La réaction support, c'est les ions chlorure réagissent avec les ions argent pour former un précipité qui est le chlorure d'argent. Si on regarde nos coefficients stoichiométriques, ils sont tous égaux à 1. Par conséquent, la quantité de matière des ions chlorure divisé par 1 est égale à la quantité de matière des ions argent divisé par 1. Puisque divisé par 1 ne sert à rien, on a à l'équivalence, je rappelle, c'est uniquement à l'équivalence, la quantité d'ion chlorure égale à la quantité d'ion argent. Et puisque N c'est C fois V, on arrive ensuite du coup à l'égalité qu'on a vu juste avant. Et vous voyez que ce rapport de coefficient stoichiométrique, au final, il faudra juste vérifier notre équation support, qu'est-ce qu'on a devant chacun de nos réactifs. Comment déterminer du coup ce fameux volume équivalent? Eh ben, il va y avoir 3 types de titrage. Le premier qu'on va voir ensemble, c'est le titrage colorimétrique. La réaction de support, elle fait intervenir une espèce colorée. Et lorsqu'on va avoir l'équivalence, on va avoir un changement de couleur. On peut passer par exemple du violet à l'incolore, c'est le cas si on titre du permanganate de potassium, ou passer d'une solution incolore à une solution colorée. Petite remarque, si jamais les espèces qu'on va faire réagir ensemble, elles ne sont jamais colorées, on va pouvoir ajouter une espèce colorée qui, elle, va permettre de vérifier quand c'est qu'on change, quand c'est qu'on va atteindre l'équivalence, et on appelle ça un indicateur coloré. L'avantage de ce titrage colorimétrique, c'est qu'on a directement le volume équivalent visuellement. Qu'est-ce qui se passe au final? Je vais verser ici donc millilitre par millilitre, et ensuite on verra plus tard en TP comment on fait pour être très précis, ma solution titrante à l'intérieur de mon bécher. Je mets quelques gouttes, mais ma solution B ici réagit avec ma solution A. Ça se supprime. Je continue. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de A. Et si par exemple A était coloré, eh bien, vu qu'il n'y a plus de A, je n'ai plus d'espèce colorée, changement de couleur, on va passer à de l'incolore. Et je rappelle, à ce moment-là, j'ai atteint l'équivalence. Si je n'ai plus de A à l'intérieur, c'est que j'ai mis suffisamment de B pour qu'on ait les mêmes proportions au nombre stoichiométrique près. Ce titrage, du coup, ne nécessite pas de faire des mesures. On atteint directement et on peut mesurer directement le volume que j'ai versé en le lisant sur ma burette. Si j'ai versé ici de 0 à 12 et qu'au moment donné, à la goutte près, ça a changé de couleur et ça persiste, le volume équivalent est de 12. Et il me suffira d'utiliser cette équation. Deuxième titrage, le titrage, cette fois-ci, conductimétrique. Alors, à moins que vous ayez des yeux bioniques, vous ne pouvez pas mesurer directement la conductivité d'ion à l'intérieur de notre solution. Par conséquent, on va devoir faire des mesures. Durant tout le titrage, on va consommer notre réactif titré, donc les ions qui vont être à l'intérieur de notre réactif titré vont diminuer, et au cours de la réaction, des ions vont apparaître, ces ions-là, c'est ceux de la solution titrante. Comment faire du coup pour déterminer le volume équivalent? On va du coup mesurer la conductivité de la solution en fonction du volume de la solution titrante qu'on va verser à l'intérieur, c'est-à-dire que on va suivre l'évolution de la conductivité puisqu'on va faire une réaction et consommer des ions et faire apparaître de nouveaux ions. Deux possibilités, et ça on le verra en détail juste après, soit les ions que je consomme ont une conductivité plus forte que les ions que je vais faire apparaître dans mon milieu, auquel cas on va avoir la conductivité qui va diminuer, puis monter après l'équivalence. Soit à l'inverse, la conductivité des ions que je vais consommer va être plus petite que la conductivité des ions que je vais rajouter, auquel cas on va avoir une montée, et une montée plus importante. En tout cas, dans les deux cas, on a bien deux droites dont les pentes sont distinctes, et le volume équivalent il va se trouver à l'intersection de ces deux droites. Essayons maintenant de comprendre dans quel cas on va avoir celui de gauche ou dans quel cas on va avoir celui de droite. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un exemple. On va prendre une solution d'acide chlorhydrique, qu'on essaie de déterminer sa concentration, en ion chlorure par exemple. Pour ce faire, je vais la faire réagir avec une solution de soude, dont je connais la concentration, qui va être du coup ma solution titrante. Qu'est-ce qu'on a au début dans notre bécher? On a de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire des ions H+, et des ions Cl-. Qu'est-ce qu'on a dans ma burette? On a la soude, donc c'est-à-dire des ions Na+, et des ions HO-. Donc notre réaction du support va être celle-ci.
Les ions H+, et les ions Cl-, qui viennent de l'acide chlorhydrique, vont réagir avec les ions Na+, et les ions HO-, qui viennent de la soude, pour former de l'eau. Et attention, on voit que les ions chlorure et sodium sont de part et d'autre, de notre équation, c'est-à-dire qu'ils sont réactifs et aussi produits. On appelle ça des ions spectateurs. Mais ces ions spectateurs, ils vont quand même contribuer à la conductivité de la solution, puisque ce sont des ions. On peut calculer la conductivité de la solution à partir de la loi de Colroche en faisant la somme de toutes les conductivités qui sont à l'intérieur. Pour simplifier, la conductivité ionique molaire d'un ion fois sa concentration, on peut la noter conductivité de l'ion. C'est plus pratique, on verra par la suite. On va maintenant essayer d'étudier les conductivités ioniques au cours du temps. Donc c'est ce que je viens de dire, Cl- et Na+ sont spectateurs, mais ils sont quand même à l'intérieur, donc ils ont quand même une conductivité. Les ions Cl-, ils viennent de l'acide chlorhydrique. Que va faire l'acide chlorhydrique? Il va être consommé. Or, ce qui est consommé des ions de l'acide chlorhydrique, c'est les ions H+. Donc les ions de chlorure, ils sont là au début, ils seront là à la fin, on ne va pas en rajouter, on ne va pas en consommer. Par conséquent, la conductivité des ions de chlorure, elle est constante. Les ions Na+, eux aussi sont spectateurs. Mais ils viennent d'où? Ils viennent de la soude. Et la soude, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Donc par conséquent, à la base, on n'a pas d'ion sodium, et on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Donc la conductivité du sodium, au cours du temps, elle augmente. Donc ça, c'est pour nos ions spectateurs. Passons maintenant aux ions qui vont réagir. Les ions H+, ils sont présents à la base. Et eux, ils vont que faire réagir, ils vont être consommés. On ne va pas en rajouter, ils vont être totalement consommés. Et à l'équivalence, je rappelle, il n'y en aura plus. Par conséquent, la conductivité des ions H+, elle diminue au cours du temps, au cours de la réaction. Eux, les ions H-, au début, dès qu'on va en mettre, ils vont directement réagir avec les ions H+. Donc, on n'en verra pas à l'intérieur de notre milieu. Jusqu'à l'équivalence, on n'aura pas d'ions H- à l'intérieur de notre solution. Par contre, après l'équivalence, vu qu'on va continuer à rajouter de la soude, ces ions H-, ils vont apparaître dans notre solution. Par conséquent, la conductivité, elle va augmenter. On peut résumer tout ça par un tableau. Vous avez ici nos 4 ions, ce qui se passe avant l'équivalence, ce qui se passe à l'équivalence et ce qui se passe après l'équivalence. Avant l'équivalence, les ions H+, qui viennent de l'acide chlorhydrique, ils sont consommés et on les fait diminuer par conséquent. Les ions Na+, qui viennent de la soude, eux, ils ne réagissent pas et on les ajoute. Donc eux, la conductivité va augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? Si la conductivité des ions Na+, est plus forte que celle des ions H+, ça veut dire que la conductivité totale de la solution, elle va augmenter. On va se trouver dans le cas juste ici. D'accord? Puisque on enlève des ions H+, qui ont une conductivité faible, pour rajouter des ions Na+, qui ont une conductivité forte. Donc ça augmente. À l'inverse, pardon, je suis descendu trop bas, si les ions H+, ont une conductivité plus forte que les ions Na+, on va perdre en conductivité totale. Par conséquent, on va avoir le schéma juste ici. H+ diminue, même s'il est remplacé par Na+, ça diminue quand même. Et ça, c'est ce qui se passe avant l'équivalence. C'est ce que vous avez écrit ici, en bleu. En vert, c'est ce qu'on va regarder après l'équivalence. Et après l'équivalence, je ne fais que rajouter des ions. Il n'y a aucune consommation d'ions, puisqu'il n'y a plus de réaction. Par conséquent, quoi qu'il en soit, que ce soit dans le cas 1 ou dans le cas 2, dans la courbe 1 ou dans la courbe 2, la conductivité totale, elle va faire qu'augmenter. Et c'est pour ça que vous avez subitement une pente qui remonte. Soit ça descend et ça remonte directement, soit ça monte encore plus. Parce qu'en fait, il n'y a que de l'ajout d'ions, donc il n'y a que de l'ajout de conductivité. En traçant ce graphique, on prendra des points tous les millilitres par exemple, on va pouvoir déterminer en faisant les équations droites, ou alors en prenant l'intersection des deux, le volume équivalent. Et une fois que j'ai le volume équivalent, je pourrai calculer ma concentration de solution titrée. Dernier dosage qu'on va du coup étudier, c'est le dosage par titrage pH métrique. Et même principe que pour le dosage conductimétrique, on va du coup réaliser une réaction acido-basique, et au lieu de mesurer la conductivité, on va mesurer le pH. Je rappelle que pour faire un bon titrage, il faut que la réaction elle soit rapide et totale. Or, qu'est-ce que vous avez vu au chapitre précédent? C'est que une réaction acido-basique, elle est rapide et surtout elle est totale uniquement si on a affaire à un acide fort ou à une base forte. Par conséquent, on va devoir soit utiliser un acide fort et doser une base forte ou faible, soit utiliser une base forte
et doser un acide fort ou faible. En tout cas, il faut au moins que l'un des deux soit fort. Les deux forts, ça marche aussi. Même principe, hein, on mesure le pH pour différents volumes de solution titrante versée. Et ce qu'on va avoir, c'est un saut de pH. Je vous montrerai ça avec une animation juste après. On essaiera de voir un peu ce qui se passe. Mais on a un moment donné où on a un saut, c'est-à-dire que le pH il va subitement varier. Soit si c'est une base forte qui titre un acide fort, on a une augmentation du pH. Soit si c'est une base forte qu'on titre par un acide fort, on a une diminution du pH. D'accord? Pourquoi? C'est simple. Je rappelle que pH acide, c'est un pH faible. Si je supprime d'acide pour rajouter de la base, le pH d'un coup il monte. Et à l'inverse, si à la base j'ai de la base et que je vais rajouter de l'acide, ça diminue. Pour déterminer le volume équivalent, on va utiliser une méthode un peu particulière qu'on appelle la méthode des tangentes, puisque vous voyez que ce n'est pas une droite. Je vous montre ça juste ici. Donc je rappelle ici, on a ici soit une base, soit un acide. En l'occurrence ici, on va prendre une base qui va réagir avec un acide juste ici. On verse progressivement de la base dans l'acide. Donc chaque millilitre, on va prendre un point, et vous allez voir d'un coup, hop, ça augmente subitement, pour ensuite se restabiliser. Maintenant qu'on a tracé cette courbe, enfin qu'on a ce graphique, on va pouvoir déterminer, voilà, il nous parle du rangement, ce qui est important, je rappelle qu'en LCE, il faut savoir ranger. Les pH mètres, donc ce sont des sondes qu'il faut rincer, et on verra aussi l'étalonnage en TP. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'exploitation. Deux manières d'exploiter. Soit on va tracer les dérivés, d'accord? C'est-à-dire qu'on va tracer la dérivée du pH en fonction du volume de soude, en l'occurrence ici, le volume de base versé, le volume de la solution titrante. Donc je prends, pour chaque point que j'ai, et ça peut se faire grâce à un tableur, vous l'avez déjà fait vis-à-vis de l'atelier scientifique, les dérivés, je rappelle les dérivés, en fait c'est les tangentes à la courbe. Une fois que j'ai tracé, enfin que j'ai effectué donc toutes ces dérivées, je peux tracer la courbe des dérivés, et ça nous donne ceci. Et l'équivalent, ça va se trouver pour le point qui est le plus haut, au sommet de cette courbe. On vient ici, donc justement, vous voyez ici le volume équivalent, je prends au niveau de la courbe rouge, le volume équivalent ici est de 10 ml. C'est pas la méthode qu'on utilise le plus souvent. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, c'est une méthode, on va dire, approximative, c'est la méthode des tangentes. Ça marche relativement bien, si on a bien fait justement son exploitation, enfin ces points juste avant. On prend, alors ça va un peu rapide, mais on prend, vous voyez ici, la tangente juste avant le saut de pH, c'est-à-dire que je viens me mettre en un point ici, et je viens tracer sa tangente. Je fais la même chose, mais juste après le saut de pH. On arrive du coup à deux droites qui sont parallèles. Et on doit vraiment prendre les points et les tangentes parallèles. C'est-à-dire que si vous avez pris votre tangente ici, il faudra que votre deuxième tangente, vous la prenez ici, pour que ces deux droites soient parallèles, et ça va être important. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais tracer le segment, d'accord, qui est perpendiculaire à ces deux droites. Je viens en prendre son milieu. Expliquer comme ça, c'est très barbare, vous allez voir qu'à faire, c'est assez rapide. Je prends le segment perpendiculaire en deux. Je prends la moitié de ce segment, et je viens tracer une nouvelle droite qui va être donc au milieu des deux, parallèle aux deux aussi. Et l'intersection entre cette droite et ma courbe, c'est mon volume équivalent, et vous voyez qu'on retrouve bien ce 10 ml. Je vérifie, mais normalement, voilà, vous savez juste après que la concentration, maintenant, du coup, de notre espèce A, c'est la concentration de l'espèce B fois le volume équivalent divisé par le volume de A. Si je reviens à mon dosage, c'est ce que vous avez ici réexpliqué, avec toutes les étapes, tracer la première tangente, tracer la deuxième, tracer la perpendiculaire, tracer le segment qui passe par le milieu, et déterminer ici le volume équivalent qui serait environ de 35. Voilà tout ce que vous avez à savoir concernant les dosages. Si je devais résumer en deux phrases très courtes, un dosage, on détermine une concentration de manière expérimentale, soit par une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire que je prends des solutions étalons, je mesure des grandeurs et je trace une courbe et je me réfère à cette courbe, soit en faisant une réaction, c'est les titrages directs, et lorsqu'on fait une réaction, on a besoin de chercher un volume, qui est le volume avec l'équivalence, qu'on trouve d'une manière différente suivant le titrage que je vais faire, et à partir de là, j'ai juste à calculer la concentration grâce à cette relation.
N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à bien relire le cours juste après, à bien faire les exercices, à bien faire l'anal que nous allons vous mettre. Très honnêtement, les dosages, ça vous suivra toute votre scolarité. Si vous continuez la physique-chimie, c'est, on va dire, l'expérience la plus redondante que vous allez faire. Si vous tombez dessus aux ECE, c'est vraiment des points gratuits. Donc, entraînez-vous bien et vous allez voir que c'est tout le temps la même chose. Bon courage et bon confinement. Au revoir.